Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous, merci d'être là. Nous accueillons aujourd'hui un jeune auteur qui vient de faire paraître son premier livre, Mélancolique Rodéo aux éditions Robert Laffont. Merci Jean-Michel Jarre d'avoir accepté cette invitation. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on sait que vous êtes très littéraire, vous aviez fait des études de lettres, vous avez toujours été un grand lecteur, vous avez été l'ami d'auteurs aussi inventifs que Arthur Clarke ou Anthony Burgess. Du coup, j'imagine que quand vous êtes mis à ce projet, vous ne vouliez pas juste raconter votre vie, vous aviez aussi l'idée de créer un objet littéraire original. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre ambition en vous attelant à ce mélancolique rodéo? Alors, je dois dire que pour moi, effectivement, la pression est à son compte pour deux raisons, parce qu'effectivement, c'est le premier livre, et surtout que c'est un match retour avec Louis-Henri de La Rochefoucauld, puisque j'étais ici il y a quelques temps pour parler de son livre, de son 7e livre, donc c'est un vieil auteur déjà, de son 7e livre. Un vétéran accueille un nouveau venu. Ouais. Exactement. Voilà. J'espère que le bisutage ne sera pas trop douloureux. Et donc pour répondre à votre question, en fait moi j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots, et j'avais en tête d'écrire un roman. Et donc j'avais ce titre, Mélancolique Rodéo, c'est oxymore, j'aime bien les oxymores, on aura l'occasion, je suis sûr, d'en reparler. Et aussi l'idée d'aborder une histoire à travers des objets. Et donc j'ai donc gardé cette idée quand l'idée est venue de raconter finalement mon parcours. Et en fait, ce que j'écris et ce que je dis à la fin du livre, c'est que si on ramène une vie à l'échelle d'une journée, en fait, là où j'en suis dans ma vie, je suis en train de terminer de dîner. Et donc, comme je me couche tard, j'espère que la nuit va être longue, et que j'ai encore beaucoup de choses à faire, et que je travaille la nuit, donc j'ai beaucoup de boulot. Mais je pensais que cette longue première partie de parcours valait, je pense, la peine, je dis ça en toute humilité, mais la peine d'être racontée. On dit que la vie de chacun peut être un roman, tout dépend de la manière dont on la raconte, tout dépend de la manière aussi dont on l'aborde aussi. Et j'ai essayé d'aborder ce parcours de vie avec sincérité, de partager et de transmettre aussi un certain nombre de choses, que ce soit aussi bien des moments tout à fait inattendus, exceptionnels que j'ai pu vivre et que je vis toujours, et aussi à travers aussi des personnages que je n'ai, des personnages assez inoubliables, des rencontres assez inoubliables. Alors vous parlez évidemment beaucoup de musique dans votre livre, on va y venir, mais d'abord vous consacrez tous les premiers chapitres à votre famille, alors notamment à votre mère, France Peugeot, grande résistante déportée à Ravensbrück, mais aussi à votre grand-père, un personnage méconnu, André Jarre, qui fut un inventeur de génie, notamment l'inventeur du TEPAZ. Est-ce que vous pourriez nous brosser un portrait de cet aïeul qui semble avoir été fondateur dans la construction de votre personnalité? Alors si ça ne vous ennuie pas, je vais justement parler de quelqu'un dont je ne parle pas du tout depuis le début de ces sorties d'albums, c'est une déformation professionnelle, de cette sortie de livre. Et en fait, le premier chapitre n'était pas d'ailleurs le premier chapitre, qui s'appelle Les yeux verts de Gabriel, où je parle de ma grand-mère, la femme d'André Jarre, qui a justement, qui est aussi une personne qui était tout à fait extraordinaire, dont le destin est un destin caché, secret, qui va bien dans les histoires lyonnaises, qui est une ville de secret, où cette femme, ma grand-mère, donc, n'est pas du tout la fille de son père, le pharmacien qui se shootait à l'éther et qui est aux serrures, comme je le raconte dans le livre, mais qui était en fait, sa mère s'était fait engrosser par un des gardes du tsar, puisqu'elle était partie en Russie, j'ai jamais exactement su pour quelle raison d'ailleurs, et en rentrant enceinte, on l'a vite mariée au pharmacien d'Ainay, du quartier de Lyon, et en fait, j'ai décidé vraiment de lui consacrer ce premier chapitre,
avec l'idée que, pour moi, j'aime beaucoup dans la littérature les livres fourmillants, c'est-à-dire un de mes livres de chevet, c'est 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Quand on pense à la littérature russe, j'aime bien la manière d'aborder un roman, une histoire, avec un fourmillement. Et donc ce premier chapitre, qui est en fait le prologue du livre, qui s'appelle Les yeux verts de Gabriel, en fait installe un peu le décor des différents personnages qui vont intervenir dans ce livre, et notamment évidemment son propre mari. La question que vous me posiez, c'est-à-dire André Jarre, qui est un personnage tout à fait fondateur pour moi, puisqu'il a été la vraie figure paternelle de mon enfance, mon père étant parti, et effectivement qui avait les deux cerveaux assez bien équilibrés, c'est-à-dire qu'il était joueur de hautbois à ses heures, musicien à ses heures, et en même temps surtout ingénieur, inventeur, et il a donc inventé le premier Tépaz, c'est-à-dire l'ancêtre pas le premier Tépaz, mais chez Tépaz, la marque qui était un peu la marque concurrente de Philips, française à l'époque, qui est le premier tourne-disque portable, l'ancêtre donc de l'iPod, et puis aussi une des premières consoles de mixage, et il m'a donné, je pense, ce goût d'aborder la technologie de manière assez poétique et à travers un bricolage éclairé. C'est dommage d'ailleurs parce que s'il n'avait pas travaillé chez Tépaz, ça aurait été le Jarre. Il aurait pu déposer le brevet. Oui, c'est vrai, exactement. Oui, c'est vrai. Il aurait pu. Mais c'était. Mais ça sonne pas mal, Tépaz non plus. Hein, c'est pas mal. Alors en tout cas, après ces passages sur votre famille, on arrive assez vite aux années de formation, qui sont des chapitres assez passionnants, où notamment vous rappelez une période méconnue de votre vie. Vous étiez guitariste d'un groupe qui s'appelle les Dustbins, ce qui veut dire les poubelles, donc drôle de nom d'ailleurs pour un premier groupe. Quand on voit Daft Punk, c'est pas mieux. C'est vrai. Alors, hélas... ça n'a pas eu la bonne carrière. À ma connaissance, il n'y a pas d'enregistrement des Dustbins. Donc ça ressemblait à quoi ce premier groupe? C'était un groupe assez punk, assez chaotique et punk, comme son nom l'indique. Et c'était une période, en fait... Si on revient un tout petit peu en arrière, où ce fameux grand-père André Jarre, il a eu aussi une importance particulière dans ma vie de musicien, puisqu'il m'a offert, quand j'avais 12-13 ans, un magnétophone Grundig allemand d'occasion, avec lequel je passais le plus clair de mon temps à enregistrer tout et n'importe quoi. Comme mes grands-parents habitaient Perrache, pour les Lyonnais, c'est-à-dire devant la gare, j'enregistrais les sons des trains, les sons des cirques du cours de Verdun qui venait s'installer là sur la place devant chez mes grands-parents, et sans savoir qu'un jour, ça serait un des instruments qui me servirait à faire de la musique. Et un jour, donc, je raconte dans le livre que j'ai passé la bande à l'envers, et j'avais l'impression que les aliens me parlaient, et à partir de là, j'ai eu envie de trafiquer le son, et dans le groupe des Dustbins, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'en fait, je passais les sons de guitare dans le magnétophone, je les trafiquais, mais plutôt par jeu, sans me douter que, un peu plus tard, ça allait être vraiment une manière... une véritable manière, un changement dans la façon de faire de la musique. Donc c'était quand même assez expérimental, quoi. C'était pas du rock... On pouvait dire que c'était une sorte de punk, prog rock chaotique. Belle définition. Alors, dans le chapitre que vous consacrez aux Dustbins, vous expliquez qu'assez vite, vous comprenez que cette musique est quand même appartient aux anglo-saxons et qu'un Français ne sera jamais un rocker crédible, et que donc quand on est français, à la fin des années 60 et début des années 70, il faut trouver d'autres sources pour créer une musique moderne. J'aimerais bien que vous nous expliquiez cette intuition que vous avez eue et que peu de gens, à mon avis, avaient en France à l'époque. Alors je savais que le critique musical éclairé de Technicart serait intéressé par la réponse que je donne par rapport à ça. C'est qu'en fait, moi j'étais un passionné je le suis toujours d'ailleurs, un passionné de rock et de pop anglo-saxonne, et je me disais, d'accord, c'est notre musique, c'est la musique qu'on aime, de notre génération, mais en même temps, ils tiennent leur révolution. Cette révolution, c'est pas la nôtre. J'étais toujours un peu étonné de voir que autant de musiciens français, de rock ou de pop, faisaient en fait des covers. Vous savez ce que c'est-à-dire, prenaient les chansons de rock anglaises ou anglo-saxonnes, et on faisait des traductions, et c'était ça, la musique de ma génération. C'était en fait, en France, c'était des covers de ces morceaux. Et je me disais, mais finalement, ils tiennent leur révolution, mais c'est pas la nôtre.
Et au fond, j'allais très souvent à l'Olympia à l'époque où ils passaient 2-3 fois par semaine, ils ouvraient un peu les portes de manière assez informelle à plein de groupes de rock, notamment anglais. Et je me disais, cette musique-là, on l'aime, mais c'est la leur, c'est pas la nôtre. C'est un petit peu comme si on avait une Édith Piaf qui vienne du Chili ou un Jacques Brel qui vienne de Malaisie. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on a les originaux. Je me disais, quand je rencontre Pierre Schaeffer et toute l'idée de la musique concrète qui repose sur le fait de pouvoir faire ce que je faisais inconsciemment avec mon magnétophone comme une sorte de Monsieur Jourdain de l'électroacoustique, je me dis, on tient notre évolution. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le blues, le jazz, le rock. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis, ça n'a rien à voir avec les pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui est fondamentalement d'Europe continentale, de France, avec Pierre Schaeffer, Pierre-Henry, etc., d'Allemagne avec Stockhausen, plus tard avec Kraftwerk, et qui est une musique qui explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui la scène, alors que John Lennon disait dans les années 60 le rock français est au niveau du vin anglais, la musique électro, la scène électro française et allemande est extrêmement importante. Elle est très légitime puisqu'elle descend de tout ce dont on parle, tout ce dont je parle dans le livre, et en fait d'une tradition de la musique classique européenne. Et je comptais vous parler de Pierre Schaeffer juste après, mais je reviens juste sur ce point parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce de malédiction yéyé, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, les rappeurs, par exemple, ont beau être fiers de leur petit numéro, c'est les yéyés d'aujourd'hui qui copient ce qui se font aux États-Unis. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a aussi peu de gens en France qui créent de la musique moderne en remontant à une histoire plus longue? Parce que finalement, il y a des gens comme R, il y a des gens comme Sébastien Tellier, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, vous êtes une petite famille en France, quoi. Et je pense justement que c'est parce que je crois que les gens dont vous parlez, et quand on prend la scène électro, il y en a plein, sont des gens qui ont une véritable légitimité parce que justement, ils ne copient pas. Il y a une approche dans la musique électronique française, des gens comme R, des gens comme Daft Punk, des gens comme Rhône, il y en a plein, qui ont un son à eux qui est probablement cette espèce d'approche impressionniste qu'on a en France, de l'art en général, que ce soit dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, dans le cinéma aussi. Et donc il y a une forme il y a vraiment une forme d'originalité, spécificité. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est la même chose pour le rap, je suis assez d'accord, c'est pas un jugement de valeur, mais le rap ou le hip-hop français, c'est de toute façon quand même, les Américains ont les originaux, quelle que soit la qualité. Ça, alors bon, on peut le faire, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose que d'essayer c'est finalement, on est quand même dans un système où pendant des générations, on a été décolonisé de la pop culture qui vient des États-Unis d'abord et des pays anglo-saxons. Et ça me rappelle quelque chose que je cite dans le livre. John Fox, qui est le leader bien connu d'Ultravox, m'a dit une chose un jour qu'on se rencontrait. Il m'a dit, moi, la première fois que j'ai écouté Oxygène, et c'est pas, encore une fois, pas du tout arrogant et prétentieux de ma part, il m'a dit d'un seul coup, j'ai réalisé qu'il y avait une musique qui n'avait rien à voir avec la musique qui me venait des États-Unis, qui était la musique où finalement, nous, Anglais, on était colonisés par le son américain. Et en fait, ça m'a donné envie, en écoutant cet album, de faire ma propre musique, au fond, une musique européenne, anglaise certes, mais avec des racines européennes que nous avons. Et donc, les gens dont vous parlez, évidemment qu'ils existent et qu'ils sont légitimes et qui sont parce qu'ils produisent justement un mode d'expression créative. C'est marrant parce que c'est vrai dans la musique, mais si on prend par exemple un parallèle avec la peinture, je veux dire, si on prend Soulage ou Artoum ou autre dans la peinture, par exemple, ça n'a rien à voir avec Jackson Pollock, ça n'a rien à voir avec... dans la littérature, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment d'yéyé dans la littérature, en fait. Heureusement. Bah, oui. Vous parliez de Pierre Schaeffer, que vous avez connu donc au GRM, groupe de recherche musicale, où vous avez passé 3 ans de 69 à 71. Alors le GRM, les spécialistes savent ce que c'est, mais c'est quand même un endroit assez mystérieux, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. J'aurais aimé que vous nous décriviez à quoi ressemblait donc le GRM
cette époque, est-ce que c'était comme des études, vous aviez des cours, ou c'était des ateliers, vous travailliez à plusieurs, tout seul, enfin, à quoi ça ressemblait exactement? C'était alors le GRM de cette époque, parce que ça a évolué, ça existe toujours, et j'ai continué à me battre pour que ça continue d'exister, parce que ça a été en danger plusieurs fois. Et en fait, ce qui avait cette originalité tenait aussi de la personnalité de Pierre Schaeffer, qui était en fait pas seulement un musicien, mais c'était surtout un homme de communication, de médias, qui a en fait été qui a eu une pensée très prémonitoire dans il a pensé, conçu Internet même avant le fait d'avoir comme ça le monde dans sa poche et l'accès global aux médias. Et donc c'était rattaché ce groupe de recherche musicale était rattaché à la chaîne de radio publique, aujourd'hui Radio France, qui était ORTF et la RTF même avant. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on ne dira jamais assez à quel point la musique électroacoustique, électronique doit aux radios publiques. Stockhausen et Kraftwerk plus tard vont travailler et vont être très proches de la radio nationale allemande. Il y a le laboratoire de la BBC qui a donné beaucoup de musique célèbre comme la musique de Doctor Who par exemple. Et en fait, c'est une raison principale à ça, c'est que les instruments avec lesquels notamment le groupe de recherche musicale pouvait s'exprimer, c'était des instruments qui étaient détournés de leur fonction des instruments qui existaient dans les studios de radio, c'est-à-dire les premiers magnétophones, les oscillateurs qui servaient à régler les émetteurs, les filtres aussi qui servaient à régler les fréquences, et tous ces instruments ont été en fait détournés, piratés des stations de radio pour les utiliser de manière créative et musicale. Et donc l'ambiance du GRM de cette époque-là, le GRM c'était le studio de la recherche et c'était audiovisuel puisqu'il y avait aussi une partie visuelle. Et pour bien comprendre, c'était un mélange d'une approche extrêmement, je dirais, scientifique et en même temps des shadows. On a créé le studio de la recherche, le groupe de recherche musicale, enfin, les studios de la recherche dans lequel le groupe de recherche musicale faisait partie, a créé les shadows. Donc il y avait cette espèce de côté iconoclaste, et la beauté de cet endroit à ce moment-là, c'est d'avoir justement désacralisé en fait l'enseignement de la musique, c'est-à-dire qu'il y avait des philosophes, des mathématiciens, des chimistes, des historiens, des gens de tous les pays qui n'avaient pas nécessairement une culture musicale classique, mais qui avaient un goût de l'exploration sonore. Et donc l'idée fondamentale du groupe de recherche musicale, c'était justement d'aborder la musique d'une façon totalement différente, de manière transversale, c'est-à-dire en se disant la musique n'est pas seulement faite de notes fondées sur le solfège, mais fondée sur les sons. Et ce qui différencie le bruit de la musique, c'est la main du musicien. Et cette idée-là, c'est une idée qui a bouleversé la manière dont on a fait de la musique. Moi, quand j'ai été en contact avec ce concept, je me suis dit, ça va être la musique du 21e siècle, nécessairement. Et c'est intéressant de voir que ce qu'on appelait la musique d'avant-garde à cette époque-là, c'est-à-dire des gens comme Boulez ou Xenakis, qui était en fait l'hystérisation de la cérébralité du système musical classique. Après Schoenberg, Albanberg, etc., il y avait là vraiment une abstraction et une cérébralité extrême, et qui fait que quand on écoute les œuvres de Boulez ou de Xenakis aujourd'hui, on ne pense pas du tout au XXIe siècle. On pense à l'Atomium de Bruxelles, on pense aux années 60, mais pas du tout au XXIe siècle. Alors que justement, la musique concrète, la musique électroacoustique, a donné naissance aujourd'hui au DJ, à la manière dont on fait de la musique, c'est-à-dire l'approche sonore. Tous les musiciens aujourd'hui sont des designers sonores d'une certaine manière. Et vous dites qu'en même temps, il y avait au GRM un côté trop cérébral justement et sectaire qui vous a fait fuir au bout de 3 ans parce que vous vouliez vous reconnecter aussi à ce qui se faisait, une musique expérimentale mais plus intuitive qui se faisait comme Can, Pink Floyd, etc. Donc vous quittez le GRM dès 71 et là vous sortez vos premiers disques, La Cage, puis votre premier album Deserted Palace, et ensuite une BO très étonnante qui est la BO du film Les Granges Brûlées avec Delon et Signoret. Je me demandais pourquoi vous aviez fait cette BO. Est-ce que c'était un défi par rapport à votre père ou ça n'avait rien à voir, c'était juste une proposition qu'on vous avait faite et que vous aviez acceptée? Oui, en fait, juste un petit mot, en fait, quand je quitte d'ailleurs le groupe de recherche musicale sur les conseils de Schaeffer, qui lui commençait à prendre ses distances en disant finalement, moi
j'aimais écouter Mozart, et après avoir ouvert et secoué le monde de la musique, il m'a beaucoup encouragé à me dire ta vie, c'est pas de rester dans un laboratoire, c'est d'aller au contact du public. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie, à faire différentes choses. Et c'est vrai que cette musique de film, qui est assez atypique, repose sur un malentendu, comme beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie, qui sont des malentendus, souvent, et des concours de circonstances. Et on m'a proposé de faire cette musique, et je pense que le producteur a découvert la musique quand c'était trop tard. Parce que sinon, il ne serait pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'était tellement décalé. Mais en fait, ça fonctionnait. C'est une sorte de polar rural hyper classique, hyper traditionnel, avec donc les deux stars de l'époque qui étaient Alain Delon et Simone Signoret. Et en fait, il y avait une musique qui était complètement décalée, qui était, comme je sais qu'il le dit lui-même, mais c'était du Aphex Twin avant la lettre, et c'était extrêmement expérimental. Et c'est une incursion effectivement assez tôt dans ma vie de musicien, dans la musique de film. Et pourquoi vous disiez ça par rapport à mon père, c'était pas du tout par rapport à lui, mais c'est vrai qu'ensuite j'ai refusé beaucoup de musique de film à cause de son occupation principale qui était la musique de film. J'ai toujours considéré que c'était le territoire du père et j'en ai refusé beaucoup. Mais celle-ci, j'en avais besoin aussi pour gagner ma vie. Vous avez même refusé de raconter qu'à la mort de Nino Rota, Fellini vous a proposé de composer la musique d'un de ses films et que vous avez refusé. Quel réalisateur aurait pu vous faire replonger dans la musique de film? Ouais, il y en aurait eu plein, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y avait de toute façon cette idée que moi, j'avais déjà, je commençais à avoir ma place dans le fait d'être très privilégié de vivre de ma musique, de faire des disques, de faire des albums, de faire des concerts, et au fond, la musique de film était quelque chose que, effectivement, inconsciemment, sans psychologie de comptoir, de me dire c'est pas mon domaine. En ce qui concerne Fellini, c'est un peu particulier, parce que j'idolâtrais tellement Nino Rota, qui pour moi est équivalent de Mozart ou de Miles Davis, enfin, que je mettrais haut dans mon hit parade personnel, que je ne pouvais pas imaginer de pouvoir m'immiscer dans ce couple, si je puis dire. Il y a des couples comme ça qui sont pour moi indestructibles, comme Sergio Leone et Ennio Morricone, par exemple, c'est un autre exemple, ou aujourd'hui David Fincher et Trent Reznor avec Atticus Ross. Il y a des couples comme ça qu'il faut pas toucher, quoi. Je me sentais pas du tout de taille à faire ça. Alors ces années de formation, vos travaux pratiques, comme vous dites, se terminent par un passage dont on se souvient toujours dans la variété, où vous devenez parolier et producteur pour Christophe, Patrick Juvet, Françoise Hardy, donc variété française et variété suisse, puisque Patrick Juvet était suisse. Il y a un passage d'ailleurs truculent dans votre livre où vous racontez comment était Patrick Juvet en studio. Il avait l'air assez peu concerné par les événements. Ah non, il était en fait très concerné, mais il était victime de beaucoup de produits différents et de pilules de couleurs différentes qu'il prenait, et donc il forcément créait une certaine distance avec le réel. Et le deuxième album, c'est vrai que j'avais l'impression pour le deuxième album, dans lequel justement figurent Où sont les femmes, et aussi Paris by Night, qu'on a considéré comme probablement un des premiers morceaux house, bien avant la lettre, avec des musiciens extraordinaires qui étaient les musiciens américains avec qui je travaillais. Et quand je repense à cette période, je repense un peu à Phantom of the Paradise. C'est que j'avais très très peu d'éléments venant de lui, et qu'il a fallu que je fasse un album avec tout ça. Et ça donne justement cette espèce d'album assez déliquescent, avec des voix flangées avant les autotunes, où il fallait essayer d'arriver à construire quelque chose avec pas beaucoup. Ceci étant dit, Patrick Juvet est un excellent mélodiste, et à cette époque-là aussi un très bon mélodiste, très bon chanteur, qui avait une bonne culture pop américaine, et après il a voulu faire du disco. Moi ça m'intéressait un peu moins, et donc nos chemins se sont séparés. Et vos chemins se sont séparés à cause d'une histoire d'un groupe de drag queen que vous lui aviez proposé. Oui, c'est vrai que je trouvais que c'était assez amusant. C'était l'époque où Paul Naref n'était plus en France, et donc il y avait deux voix, à mon avis, pour Patrick Juvet qui avait un énorme succès avec les deux albums qu'on avait faits. Et soit c'était justement de rentrer dans ce chemin, soit aussi aux États-Unis, j'avais trouvé un groupe de drag queen, et je trouvais que c'était assez intéressant qu'ils fassent une tournée
avec ce groupe de drag queens dans ce qu'on appelait les Roxy. À l'époque, ces Roxy, c'était des boîtes qui existent toujours mais qui ont changé, qui étaient des sortes de boîtes qui étaient à la fois club et à la fois mini-salle de concert. Et puis il m'a dit, et je sais ce que vous voulez me faire dire, c'est qu'il m'a dit, mais tu comprends pas, moi je suis suisse, c'est trop pour moi. Et vous dites aussi que vous n'avez jamais vraiment trouvé votre place dans la variété de l'époque, dans le showbiz de cette époque. Qu'est-ce qui se passait dans ce showbiz parce que je sais qu'après vous avez été très amis avec Gainsbourg, mais il n'y avait pas de genre le niveau était trop bas ou qu'est-ce qui se passait? Non, pas du tout. Enfin, c'est un peu un des thèmes du livre, c'est que je me suis toujours senti un peu off par rapport à tout. Off par rapport dans mon enfance, probablement à cause de cette fêlure que j'ai eue avec le père qui est parti, où je suis devenu adulte peut-être plus tôt que prévu, parce que j'avais cette espèce de trouille au ventre de me dire, dans le duo fragile que nous formions avec ma mère, si l'un tombe, que devient l'autre. Et donc, du coup, j'ai toujours eu mon livre de chevet pendant des années a été L'étranger de Camus, c'est pas pour rien, parce que je me sentais toujours en dehors. Ça a commencé très, très tôt, dans les spectacles de cirque. J'étais le seul dans les enfants à pleurer au milieu des éclats de rire des clowns. J'ai toujours trouvé que les clowns étaient la représentation de la misère humaine et de la tragédie humaine, et pas du tout et que les rires augmentaient ce côté tragique et triste. Donc j'ai toujours eu cette espèce de décalage avec. J'ai jamais fait partie d'une tribu, d'un mouvement. Ça m'a pas d'ailleurs tellement gêné, mais que ce soit. Et c'est vrai que je travaille avec des gens j'ai travaillé à cette époque-là avec des gens qui étaient vraiment les deux pieds dans la variété française, mais j'avais très peu de contact avec eux, parce que j'avais plein d'autres trucs à faire aussi. Et donc du coup, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que j'avais pas trop le temps et j'étais pas trop attiré par. On peut faire quelque chose sans être attiré par le milieu dans lequel ça se passe. Et en plus, des gens surtout que quelqu'un comme Christophe était déjà quelqu'un d'assez à part. Donc j'ai pas eu de mal à m'extraire. Et c'est vrai que ce qui est frappant dans ces années de jeunesse, c'est que vous traversez un nombre incalculable de genres musicaux en très peu de temps, puisque entre le rock à l'anglaise, puis la musique expérimentale au GRM, la musique de film, la variété, et sans jamais trouver votre place jusqu'à ce que tout d'un coup vous enregistriez Oxygène en 2 mois, et là on a l'impression qu'enfin vous trouvez parfaitement votre esthétique. Alors, il y a une différence entre trouver son esthétique, si tant est qu'on la trouve un jour, et puis rentrer dans un clan. En fait, Oxygène était une manière extrême d'être off, parce qu'à cette époque-là, c'était un ovni complet qui est refusé par beaucoup de maisons de disques. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais fait une précision. En fait, mon partenaire et collaborateur de l'époque au niveau du disque est Francis Dreyfus, qui est mon éditeur. Lui, il décide que le disque allait sortir en France, mais on essaye de trouver une maison de disques internationale. Et là, on se heurte justement au fait que les gens se disent bon, qu'est-ce que c'est que cet ovni, il n'y a pas pleine période punk et disco, qu'est-ce que c'est que cet album, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de batteur, il y a des morceaux de 10 minutes qui passeront jamais à la radio, etc. etc. Donc, du coup, ce succès-là ne me fait pas rentrer non plus dans un clan, dans une famille. D'ailleurs, laquelle, à cette époque-là, on est bien avant Internet, il y a des gens qui font en Allemagne, de l'autre côté de la frontière, de la musique électronique comme Kraftwerk et Tangerine Dream, on n'a pas vraiment de contact, on est chacun dans nos caves, dans nos cuisines respectives. Je me demandais d'ailleurs comment est-ce que vous étiez vu à cette époque, c'est-à-dire quand vous faites Oxygène en 76, puis tout de suite après Equinox en 78. En France, il y a une scène punk très vive, enfin très dynamique, je veux dire. Comment est-ce que vous étiez vu par la entre guillemets intelligentsia rock de l'époque? Parce que j'ai l'impression que par exemple quelqu'un comme Philippe Manœuvre n'a jamais compris vraiment ce que vous avez fait. Est-ce que ces gens-là comprenaient ce que vous faisiez? Il a pas enlevé ses lunettes. Non, plus sérieusement, on touche une chose qui est tout à fait qui va dans le sens du début de notre conversation. On prend Philippe Manœuvre, c'est un spécialiste du rock français. Et donc moi j'avais rien à voir là-dedans. J'avais pas la place dans un journal qui s'appelle Rock et Folk, parce que je faisais ni du rock ni du folk. Donc c'était finalement assez logique que je ne trouve pas du tout ma place là-dedans. Non, donc ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'encore
À l'époque et encore aujourd'hui, les gens attendent en France des copies de ce qui se fait à l'étranger et sans défendre ce qui est la filiation vraiment française. Ce qui est quand même assez surprenant, quoi. Oui, c'est vrai, ça a un peu changé avec notamment justement tous les groupes dont on parlait tout à l'heure, et puis aussi le fait que moi j'ai vraiment pas du tout à me plaindre non plus par rapport à mon propre pays, mais c'est vrai que la musique qui est la plus populaire aujourd'hui, c'est toujours une musique colonisée. Si on prend le rap ou le hip-hop, quelle que soit la qualité des artistes, je ne parle pas de la qualité des artistes en eux-mêmes, mais le genre lui-même est un genre qui n'est pas... Alors, on peut se l'approprier. À la Banksy, du coup, des gens de hip-hop ou de rap français peuvent s'approprier un genre et puis en faire quelque chose d'original. Mais c'est quand même au départ quelque chose qui vient d'étranger. C'est pas quelque chose qui vient de notre propre terroir, quoique, bon, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, donc je ne voudrais pas que mes propos soient ambigus. Alors, en tout cas, ces deux albums vous mènent ensuite à une période importante de votre carrière, qui sont les concerts de plus en plus gros que vous avez fait, puisque donc ça commence avec la Concorde en 79. Vous consacrez plusieurs chapitres du livre à raconter les coulisses de ces concerts. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on s'imagine des super productions hyper bien huilées, et vous racontez qu'en fait c'était souvent un peu n'importe quoi, c'était de l'artisanat, et c'était beaucoup plus fragile qu'on ne pensait. Oui, c'est encore ce paradoxe qui au fil des pages, l'écriture, je me suis rendu compte que c'est un peu comme le surf, c'est-à-dire vous flottez, et puis raconter sa vie, c'est un petit peu ça, et puis finalement vous trouvez en chemin ce que une forme de sens. Je pense que pour l'écriture d'un roman, c'est la même chose. Et en fait, j'ai trouvé ces incohérences qui m'ont fait penser à ce titre de Mélancolique Rodéo. Au bout du compte, je sens qu'il y a une forme de cohérence par rapport à tout ce qui m'est arrivé, y compris dans ces concerts, avec cette espèce de côté justement un peu surréaliste. C'est-à-dire que on parle des oxymores, c'est-à-dire de choses qui ne vont pas avec des mots ou des idées qui ne vont pas l'une avec l'autre. Ces concerts, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en fait un concours de circonstances de gens qui me demandent de faire tel ou tel concert où je deviens peu à peu un spécialiste des concerts en extérieur avec un public assez important. Et donc, il y a des propositions qui me sont faites de plus en plus dingues. Et donc, du coup, je le fais. Mais je le fais sans savoir exactement comment je vais y arriver. Et je pense que c'est ce que je dis dans le livre. Je pense qu'il y a deux catégories d'attitudes, ou deux attitudes quand quelque chose vous arrive. C'est ou de considérer que une opportunité est un risque, et donc du coup de ne pas le faire, ou au contraire, que dans un risque, il y a une opportunité. Et ces concerts sont des risques ultimes, comme je le raconte, mais aussi des opportunités extraordinaires pour aller plus loin, pour expérimenter, c'est la curiosité, c'est un truc extraordinaire de pouvoir aller en Chine, d'être le premier musicien, juste après l'époque de Mao, à aller dans un pays comme cela, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer au bout, est-ce qu'on va y arriver ou pas. Mais au fond, bon, c'est pas le plus important en fait d'y arriver. C'est aussi tout le cheminement qui fait que ces concerts, pourquoi j'avais envie de le raconter aussi, c'est justement de partager ces moments d'excitation intense qui sont la préparation et les gens qu'on rencontre et les gens qui se frottent les uns aux autres, qui n'avaient aucune raison de se rencontrer, sinon si ça n'avait pas eu lieu. Donc il y a un côté aussi excitant une sorte de Madame Claude international, de pouvoir en faire rencontrer des gens, non pas dans des maisons closes, mais à ciel ouvert. Alors ce qui est drôle aussi, c'est que vous avez été réformé au service militaire pour agoraphobie, et ensuite vous avez joué devant 3 millions de personnes, donc la logique est... C'est vrai, c'est encore une forme d'oxymore. Alors vous parlez en tout cas de vos concerts les plus célèbres dans le livre, Houston notamment, et vous évoquez un concert qui n'a jamais eu lieu, qui avait l'air pourtant assez séduisant, qui est un concert pour les pingouins, juste pour les pingouins en Antarctique avec le commandant Cousteau.
Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de... En fait, j'ai rencontré Commando Cousteau qui était très allumé quand même. C'était une sorte à la fois de moine soldat écolo qui avait un sens de l'humour qui était un peu particulier, mais après le concert de la Défense qui était en fait quand même une sorte d'hommage que je faisais à l'environnement, à l'écologie, et avec donc ce morceau qui s'appelle Commando Cousteau. Et donc après, ça l'avait tout à fait excité, ça, et il s'était mis en tête toute une sorte de... une série d'idées assez farfelues, plus farfelues les unes que les autres, mais enfin farfelues sur le papier, mais qui étaient quand même, évidemment, qui étaient intéressantes et profondément qui avaient un sens, et notamment d'aller faire un concert d'organiser un concert dans l'Antarctique pour donner un coup de projecteur sur ce qui se passait déjà à l'époque sur le plan des pôles. Et donc l'idée de faire un concert en Antarctique. Et il me disait, pour me convaincre, il disait, alors ce ne sont pas des pingouins, ce sont des empereurs, il ne faut pas mélanger ça, parce que sinon on a l'air amateur. Mais en fait, il me disait, tu comprends, en plus, il y a tout à gagner, parce que c'est un public bien habillé et qui savent applaudir. Là, vous parlez de Cousteau, c'est vrai qu'un des charmes du livre, c'est qu'on vous voit faire des rencontres toujours plus improbables, c'est-à-dire que vous croisez des gens comme McCartney ou Mick Jagger, mais vous dansez avec Lady Di, vous avez une audience privée avec Jean-Paul II, vous rencontrez aussi des gens encore plus rock'n'roll comme Jacques Vergès ou Charles Pasqua. Pasqua n'était pas très rock'n'roll. Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir toutes ces rencontres, mais j'aurais bien aimé que vous nous en racontiez une particulièrement surréaliste avec Salvador Dali en 1988. Oui, en fait, c'est aussi l'occasion, effectivement, dans le livre, et merci Henri de le rappeler, c'est vrai que j'ai eu la chance, et j'ai la chance toujours d'ailleurs de rencontrer des gens incroyables, d'ailleurs connus ou pas, et c'est vrai qu'un jour je suis contacté par Salvador Dali qui voulait me rencontrer parce que, pour une raison que j'ignorais, mais enfin bon, on ne refuse pas de rencontrer Salvador Dali, et en fait je vais à Figueras, dans des conditions tout à fait, donc je raconte dans le livre, je vais la faire courte, vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, lire le livre. Mais en fait, à cette époque-là, il était déjà très âgé, il était malade, et donc son appartement était en fait dans un tableau. C'est-à-dire que dans le musée de Figueras, dans le couloir, là, il y avait une grande fresque qu'il avait peinte, et il y avait une fausse porte, mais qui était une vraie porte, une fausse vraie porte. Et donc on rentrait par cette porte et on rentrait dans ses appartements. Et là, il y a tout un contexte que je ne vais pas expliquer là, mais en fait, je le rencontre et donc je rentre dans cette pièce. Et cette pièce, il y avait un énorme lit avec une descente de lit énorme, pourpre, en velours pourpre, qui avait 2 manches, en fait, c'était son manteau. Et il était allongé avec des tuyaux un peu partout. Et la première chose qu'il me dit, alors, je comprends pourquoi il me fait venir, c'est qu'en fait, à cette époque-là, il écoutait 3 sortes de musique. Il écoutait de l'Albéniz, il écoutait donc musique classique latine, espagnole, il écoutait des enregistrements qui se faisaient faire par le violoniste de chez Maxim des airs des années 30, et Zoulouk, un de mes albums. Et la première chose qu'il me dit, voilà, il me montre la fenêtre, et la fenêtre était une fenêtre, il y avait une seule fenêtre, donc un lit, et puis la fenêtre était aveugle, c'est-à-dire c'était une ruelle qui s'amenait sur une ruelle qui devait faire 3 mètres de large, enfin les ruelles des petites villes espagnoles, et il y avait un mur aveugle aussi, qui était c'était comme si la fenêtre était murée, sans perspective. Et il me dit, voilà, ça c'est le palais de justice de Figueras, et mon père était juge d'instruction, il m'a toujours bouché la vue, et je voulais surtout ne pas l'oublier jusqu'à mes derniers jours. Et ça commence comme ça, et après il m'explique il voulait absolument qu'on organise ensemble un concert que je ferais pour ses obsèques, pour sa mort, et qui serait le metteur en scène de ce concert. Et donc il commence à m'expliquer, alors des scènes tout à fait surréalistes, il voyait une centaine d'éléphants à tête de chien, et puis des licornes portant des ombrelles. Il me dit, bon, ça va coûter cher, mais on peut toujours se démerder pour trouver l'argent quand on a de bonnes idées. Donc hélas, vous n'avez pas eu le temps même de travailler sur les premières ébauches. Non, parce qu'il est mort quelques temps après, mais c'était une rencontre évidemment tout à fait surréaliste pour le coup, au sens propre, au sens figuré.
J'ai l'impression qu'une des dernières rencontres, et ça fait partie de celle qui clôt le livre, c'est celle avec Edward Snowden, avec lequel vous avez même enregistré une chanson il y a 3 ans. Je sais que ça vous tient particulièrement à cœur parce que Edward Snowden vous rappelle parce que vous avez appris votre mère sous la résistance. Donc si vous pouvez nous dire quelques mots sur cette rencontre avec Snowden. Oui, c'est vrai que j'étais en plein enregistrement d'Electronica quand je découvre, comme tout le monde, le cas Edward Snowden, et je suis très touché par ce qu'il dit, qui me rappelle précisément ce que me disait ma mère, c'est-à-dire le fait que quand un pouvoir en place génère des actions, des idées qui sont contraires à la communauté, qui peuvent nuire à la communauté, eh bien, il faut qu'un certain nombre d'entre nous réagissent et se lèvent. C'est ce qu'elle a fait, elle, en tant que résistante. Et c'est ce que Edward Snowden a fait lui aussi en tant que résistant face à la NSA, face au danger d'Internet. Et aujourd'hui, finalement, je décide de... C'était à l'époque où, en fait, il y a eu 2 albums d'Electronica et j'étais en train de faire la promo, la sortie du premier. J'étais à Londres et j'étais interviewé par le Guardian, qui est, comme vous le savez peut-être, le journal qui a sorti l'affaire avec le New York Times de Snowden. Et donc, à l'issue de l'interview, je connaissais un peu le journaliste, et je lui dis, est-ce que tu aurais une manière de contacter, je voudrais contacter Edward Snowden. Bon, il était hyper intrigué, et je lui dis, bon, je t'expliquerai la prochaine fois, mais ça n'a rien à voir, donc je ne rentre pas dans le détail. Et puis, très gentiment, il me met en rapport avec son avocat, Ben Wisner, qui est à New York, et donc je lui explique l'idée. Il joint Snowden, qui était un passionné de la musique électronique, qui connaissait la musique et qui dit ok, on va se parler. Et donc il me donne une adresse IP long comme le bras. Et dans mon studio, un jour, il me dit ben voilà, à 17h tel jour, c'est un mercredi, je me souviens, voilà, vous tapez ça et vous pourrez parler avec Snowden. Et en fait, effectivement, il y a une photo d'ailleurs dans le livre qui l'illustre, à l'heure dite. Snowden apparaît comme dans un film de John le Carré avec un rideau abstrait derrière lui, et il était à Moscou et on a parlé 1h30, et là on a décidé de se rencontrer. Je suis allé donc à Moscou pour enregistrer ce morceau qu'on avait concocté, imaginé ensemble. Le titre d'ailleurs c'est lui qui l'a trouvé, Exit, et puis l'idée aussi de faire un morceau très techno, très hystérisation du big data d'une certaine manière sur le plan sonore, et qui a une sorte de breakdown au milieu dans lequel j'utiliserai des phrases un peu trafiquées qui expliqueraient les raisons pour lesquelles il a fait ce qu'il a fait. Et très rapidement, je pense que effectivement aujourd'hui, Edward Snowden pourrait être candidat au prix Nobel de la paix. Je pense qu'il a effectivement éclairé le fait qu'une technologie est neutre, mais ça dépend comment on l'utilise. Il peut y avoir un côté dark de l'utilisation de la technologie, notamment d'Internet. C'est lui le premier qui nous a fait comprendre que ce soit Google ou Facebook ou autres, tous les grands acteurs d'Internet ont des accords avec les grandes sociétés, les grandes entités comme la CIA et la NSA en particulier aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est coincé à Moscou et qu'on devrait, nous, en France, quels que soient les contextes politiques, les contextes diplomatiques vis-à-vis des États-Unis, avoir le courage de l'accueillir en Europe, en tout cas, en France, en Norvège ou ailleurs. Et c'est bien dommage que les pays n'aient pas le courage d'aider quelqu'un qui nous a tous contribué à nous ouvrir les yeux sur ce thème. Vous avez un autre cheval de bataille dont vous parlez à la fin du livre, c'est de continuer à donner des concerts dans des pays difficiles. L'année dernière, vous aviez fait un grand concert en plein air en Arabie Saoudite. Je sais que c'est aussi un sujet important pour vous. Est-ce que vous avez des projets de concerts comme ça dans des lieux chauds? Oui, enfin, ça m'a valu d'ailleurs, aujourd'hui de toute façon, si on ne veut pas avoir de haters, comme on dit sur Internet, il faut ne rien faire et ne rien dire. Parce que dès qu'on dit quelque chose ou qu'on fait quelque chose, on a immédiatement une avalanche de critiques qui ne m'a jamais particulièrement ému d'ailleurs. Mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu l'instinct, et ça vient forcément effectivement de ma mère qui m'a éduqué et élevé dans l'idée qu'il ne faut pas, par exemple, si on parle de ce genre de pays, confondre une idéologie et un peuple, qu'il ne faut pas, effectivement, à l'époque, par exemple, ne pas confondre et faire de confusion entre les nazis et les Allemands. Et croyez-moi, à cette époque-là, c'était pas si évident que ça. Il y avait toujours quand même une haine viscérale des Allemands, et il y avait cette confusion entre le peuple et l'idéologie.
Et donc, elle m'a inculqué cette idée de faire une différence entre une idéologie et un peuple. Et donc, pour parler de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, c'est le fait qu'il faut, face à des pays dont les populations n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, aller dans ces endroits, parce que sinon on leur applique une double peine, une double punition. C'est-à-dire qu'en plus du fait qu'ils n'aient pas les mêmes libertés que les nôtres, qu'ils n'aient pas accès à la culture, au cinéma, à la musique, à la peinture et aux arts, et que la culture dans ce domaine, et la musique en particulier, peut être une sorte de cheval de Troie, c'est-à-dire rentrer dans un pays et s'adresser aux populations. Et tous les gens qui vous disent aujourd'hui non, mais il ne faut pas aller dans ces endroits-là parce que vous êtes récupéré par le régime et tout ça, c'est pas vrai. À chaque fois que je suis allé dans des pays comme cela, les choses peuvent changer et le gros danger d'avoir cette attitude un peu préconçue, c'est de faire une sorte de fondamentalisme à l'envers et de participer à la radicalisation, à l'aliénation. Donc effectivement, il faut aller en Arabie Saoudite, comme demain, il faudra aller en Iran, il faut aller en Corée du Nord, et c'est des projets qui, s'ils se présentent, je le ferai. Bon, en Iran, c'est pour tout à fait d'autres raisons, c'est peut-être pas exactement le moment d'y aller, mais il faudra aller dans ces endroits-là, bien entendu, et je parle de moi, mais je parle de tous les artistes, de manière générale. Il faut tendre la main à ces gens, surtout qu'on prend le cas de l'Arabie Saoudite, plus de 50% de la population a moins de 30 ans, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et cela dit, les pingouins aussi sont privés de culture. Exactement, mais ils manifestent, hein, d'ailleurs. Il nous reste un petit quart d'heure. S'il y a des questions dans la salle, c'est le moment ou jamais. Alors, je crois qu'il y a un micro. Bonjour. Tout d'abord, déjà, je suis très honoré de vous parler. J'écoutais votre musique dans la voiture avec mes parents quand j'étais gamin, et je continue d'écouter. Et donc, en fait, je me posais une question. Je regardais votre concert que vous aviez donné pour Oxygène dans un studio. Et est-ce que vous avez jamais envisagé de faire des concerts comme ça, genre dans des salles type Olympia ou autre? Parce que je repensais à votre concert à Bercy ou à Oxygène 8. Vous étiez avec vos lunettes dans votre cuisine. Ça pourrait être, je sais pas, si vous avez déjà envisagé de faire un concert comme ça, en plus petit comité, quoi. En fait, en 2008, j'ai fait une tournée qui s'appelait Oxygène Tour, où en fait, comme l'Oxygène était fait en 8 pistes, je me suis dit, on pourrait jouer justement sans synchro, sans séquenceur, sans rien du tout, à 4 avec 8 mains, ça ferait les 8 pistes. Et donc j'ai commencé, et j'ai joué dans un théâtre plus petit que l'Olympia, à Marigny, qui a 1000 et quelques places. Et en fait, ça a démarré, ça a été le déclencheur d'une tournée que j'ai faite dans des petits théâtres en Europe. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est quelque chose que je voudrais aussi faire. Alors c'est toujours drôle parce que c'est vrai que quand vous faites une chose, on vous demande souvent si ça vous intéresserait de faire le contraire. Et en fait, oui. C'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes et que c'est des petites salles. Une petite salle comme ici, c'est aussi intimidant et c'est un défi qui est le même que de jouer pour un plus grand nombre de spectateurs. Finalement, il y a ce mystère de la performance musicale ou performance scénique tout court, qui est de ne pas... Au fond, c'est une sorte de connexion d'histoire d'amour, je dirais, entre deux entités qui sont la scène et la salle, quelle que soit la taille de la salle, et ça marche ou ça marche pas. Mais oui, tout à fait, je suis tout à fait... Et puis c'est assez intéressant aussi de ne pas trop rentrer dans une routine et de rompre les choses, et c'est une des choses que j'ai envie de faire à l'avenir. Donc merci d'avoir posé la question. Bonjour Jean-Michel, voilà. Donc l'idée... Il ne suffit pas de lever la main, je dis ça simplement, il faut aussi avoir le micro. Exactement. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Donc ma question, ça serait de savoir si est-ce que vous personnellement vous aimeriez faire en ligne des masterclass pour des musiciens qui aimeraient apprendre. Par exemple, vous avez été élève de Pierre Schaeffer. Moi, par exemple, j'ai fait un masterclass d'Hans Zimmer qui était assez bien, en fait, qui expliquait comment il abordait les réalisateurs, comment il brisait un peu la glace dans le métier. Et je me disais dans ma tête, quelques patchs, l'utilisation analogique dans j'avais plein de questions en fait techniques
Et est-ce que ça vous plairait de faire des masterclass en fait? Tout à fait. Là, vous faites allusion à ce que Hans Zimmer a fait, une masterclass en direct, ou ce qu'il a fait sur Internet. Oui, en fait, c'était sur Internet, oui, c'était sur pas Internet. masterclass. Il y a Hans Zimmer, Armin van Buuren, il y a toute une série C'est qui ça, m'a été c'est proposée. sûr. Je suis tout à fait d'accord. Il faut trouver le temps de le faire, ça prend quand même pas mal de temps. Oui. Mais oui, oui, bien sûr. Donc on a bon espoir. Ah, super. Oui, bien sûr, absolument. Merci. Bonsoir Jean-Michel, fan de la première heure, du musicien, mais surtout aussi du parolier. Vous êtes où? Je suis ici, Jean-Michel. Ah voilà, Ici. merci. Tu m'entends là? Oui, très très bien. Voilà. J'ai lu il y a fort longtemps dans un magazine spécialisé que tu as cité tout à l'heure, Rock Folk, qu'un artiste au début de sa carrière, il a une période de création, un artiste anglo-saxon ou francophone, il a une période de création qui va s'étaler à peu près sur une vingtaine d'années et qui va se résumer à peu près à 8-9 albums. Arrivé à ce seuil, l'artiste, il n'y a plus de création à proprement parler, l'artiste va tomber dans l'adaptation, va se répéter, tout ça. Partages-tu cette analyse? Non, je sais pas qui, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, c'est pas toi qui ai dit ça, j'ai lu ça une fois dans Rock Folk. Ah oui, oui. Aussi. Mais il faut pas tout croire ce qu'il y a dans Rock and Folk. Non, mais moi personnellement, si tu veux, lorsque je vois un petit peu les artistes des années 70, les Julien Clerc, les Le Forestier, les Paul Naref, les Souchon et tout, à l'époque, tous ces artistes aujourd'hui, quand tu regardes leur discographie, ils ont une pléthore de tubes, de succès. Alors qu'aujourd'hui, lorsque tous ces artistes-là sortent un nouvel album, il y a un titre qui va ressortir. Alors, on pourrait dire, est-ce que tu penses que c'était... Parce qu'à l'époque, la période était beaucoup plus légère, beaucoup moins sombre que maintenant, les artistes étaient plus inspirés. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, c'est une question très sérieuse qui est très difficile à la fois difficile à commenter et pas si difficile. Je me souviens que moi, quand j'avais une trentaine d'années, je parlais à des gens auxquels tu fais allusion, pas spécifiquement les gens dont tu parles, mais cette génération de gens, des gens de ma génération, j'avais l'impression de parler à des gens qui étaient de la génération de mon père, de mon grand-père, des gens qui étaient pleins de certitudes, qui avaient déjà d'une certaine manière leur carrière derrière eux, avec le fait d'avoir réussi quelque chose, d'être installé. Et je pense que, moi ça n'a jamais été mon cas, même encore aujourd'hui, je pense qu'il faut garder cette attitude d'amateur au fond, c'est-à-dire le fait que moi je considère, comme je l'écris dans le livre, que la création c'est un mélange de frustration et d'espoir, c'est-à-dire la frustration de ne pas avoir fait assez bien et l'espoir que la prochaine fois ça sera mieux ou pire. Et en fait du coup c'est ça l'aiguillon, et qui fait que c'est la curiosité aussi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un certain nombre d'artistes qui à un certain moment se tarissent, mais ils ne se tarissent pas parce qu'ils n'ont plus rien à dire, mais c'est parce que peut-être quelque part ils n'ont plus tellement envie de dire des choses. Et puis il y a des artistes aussi qui, tout jusqu'à la fin de leur vie, vont dire des choses intéressantes. Je prends le cas dans la peinture de Soulage par exemple. Soulage est quelqu'un qui aujourd'hui a 98 ans je crois, et les dernières peintures qu'il a faites sont sans doute les plus belles qu'il a faites de sa vie. Et donc, Manuel de Oliveras aussi, qui est un très bon exemple, qui est mort à 102 ans en train de tourner, et qui, dans ces dernières années, a fait parmi les plus beaux films de sa vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de loi, mais il y a simplement, effectivement, le fait que le succès, peut-être d'une certaine manière, le danger du succès, c'est de ramollir. Et de fait, du coup, de vivre dans des certitudes et d'abandonner le doute, qui est quand même l'aiguillon fondamental dans n'importe quelle création. Mais tu reconnais bien quand même qu'à cette époque-là, les années 70, la période était plus propice à la création que maintenant. Elle était beaucoup moins sombre, beaucoup plus légère. Les artistes étaient quand même beaucoup plus inspirés. Je ne sais pas, je me méfie, c'est ce que je dis dans le livre, moi, de l'idée de hier c'était mieux, demain ça sera pire. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Je pense qu'aujourd'hui il y a des artistes, par exemple, je donne un exemple, j'ai fait l'émission qui s'appelle Click, sur Canal tout à l'heure, qui est passé amateur, je l'ai enregistré. Il y avait à côté de moi un gars de 20 ans qui s'appelle Flashboy, son nom de là. Et franchement, la créativité de ce garçon à 20 ans est extraordinaire. C'est quelqu'un qui, depuis sa chambre à coucher, avec peu de moyens, fait de la musique, danse, et en même temps fait ses clips vidéo avec une technologie absolument incroyable.
Et donc il y a une créativité importante. Je pense qu'il faut faire attention parce que je crois qu'il n'y a pas d'inflation de la création, je crois pas. Je crois qu'il y a des périodes, mais c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'expriment grâce à Internet qu'il y a, alors proportionnellement, peut-être qu'il y en a moins, mais il y a toujours, je pense, le même nombre de talents. Je prends deux exemples. Stromae, par exemple, qui est pour moi l'égal des plus grands, toutes générations confondues. Et puis quelqu'un qu'on connaît moins, qui est Flavien Berger, qui est un très très grand artiste, très grand créateur, hyper original, ou Sébastien Tellier aussi, bon, qui a un parcours plus erratique, mais qui quand même aussi, là je parle de gens qui sont à la limite de la variété française, mais qui valent bien tous les Julien Clerc et Souchon de l'époque. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me repasser ici? Jean-Michel, donc j'avais une question, parce que tout à l'heure, Louis-Henri de La Rochefoucauld parlait des fameux grands concerts depuis la Concorde jusqu'à l'Arabie Saoudite. Bon, moi j'ai grandi sur cette époque, et c'est vrai que je vais savoir, parce que des concerts géants comme Houston, la Défense, les Docklands, j'imagine qu'il y a toute une adrénaline sur la préparation, la conception. J'avais une double question là-dessus, c'est comment on arrive sur scène. Est-ce qu'on est tout le temps dans le suivi en disant c'est la continuation en fait du projet, où on se dit bon ça y est maintenant vaille que vaille. Et plusieurs fois je me suis posé la question, parce que je les regarde assez souvent, le lendemain du concert ou le soir quand c'est fini on sort de scène, après la Défense par exemple ou les Docklands, est-ce qu'on a un moment un peu un coup de mou, un moment entre guillemets un peu dépressif en disant bah, c'est fini? Et comment on rebondit pour recréer encore des nouveaux projets là-dessus? Merci de poser la question. Il y a deux questions. La première, c'est le côté un peu frustrant de ce genre de concerts qui n'ont eu qu'une seule fois, c'est qu'en fait, le concert, c'est à la fois la répétition générale et en même temps la dernière. Donc forcément, on sort de là frustré. Et en même temps, avant, il y a une telle concentration, il y a une telle pression que moi, là, les tocs sont à leur comble. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve énormément de choses secondaires pour m'occuper. Je vais aller éventuellement essuyer la scène, je vais remettre un clavier qui n'a pas besoin d'être remis à sa place. Je vais faire plein de trucs qui m'empêchent de réaliser le côté délirant d'avoir 2,5 millions de personnes en face de soi. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième, qui est vraiment importante, c'est l'histoire du blues, de la dépression après, l'état dépressif d'après quoi que ce soit. D'ailleurs, je l'ai senti pour des gens qui sont dans le cinéma, le blues de l'après-tournage, ou de la fin d'une tournée, de la fin d'un album, c'est toujours la même chose. Et en fait, j'ai mis du temps à réaliser que ce blues, c'est une chance. C'est-à-dire, et c'est ça souvent aussi pour rebondir sur la question des artistes justement qui après se répètent, etc. C'est qu'il y a des gens qui sont terrifiés et qui ont raison de l'être d'une certaine manière parce que c'est pénible. C'est une espèce de moment où on est paumé. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une tournée, on est en fait quand même assez gâté. Je sens les artistes sont des gens très privilégiés. Quand on a la chance, on est comme des bébés, comme des enfants, on est porté par une équipe qui va d'un concert à un autre. En fait, finalement, il ne faut pas se plaindre. Quand les gens disent que c'est vraiment pénible, ça va, il y a beaucoup plus dur comme pays, comme travail. Mais ce blues, en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est en fait le même état que l'état d'adolescence. C'est-à-dire quand on est ado, on a tous les possibles et on est plein de bouillonnements d'inquiétude en se disant, on est un peu paumé et en se disant où je vais aller, qu'est-ce que ça va être ma vie. Et donc il y a cette espèce d'inquiétude qui est de savoir de quoi va être fait le futur. Et en fait c'est ça, à la fin du tour d'un album, d'un film ou d'un roman, finalement c'est quoi l'après. Et je pense que c'est seulement à partir du moment où parce que quand on est ado, après, l'horizon se rétrécit, et puis on s'engage dans une voie, bonne, mauvaise, celle qui vous satisfont et qui va vous satisfaire ou pas. Mais en fait, on part dans une direction. Et l'avantage de ce blues, c'est que justement, cette direction, elle est rompue. Et on se retrouve dans cet état de jachère, en fait. Et ça, c'est extrêmement bon si on sait s'en servir, parce que c'est ça qui va vous faire rebondir et aller en état d'être ouvert sur... d'aller dans une direction ou une autre. Alors ça file un peu plus le vertige quand on est déjà
adulte, qu'on est déjà qu'on a un statut d'adulte, quel qu'il soit, c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est important d'avoir le courage d'assumer ce blues, parce que c'est le moteur pour la suite. Alors, il me reste le temps pour une, peut-être deux questions. May I ask in English? Sorry. Yes. Thank you. My husband and I came all the way from Mexico to see you, and he is the biggest fan of Mexico. Thank you. The question is, what does it feel to play in all the biggest places in the world, and what does it feel play with the best musicians in all the world? Je peux répondre en français parce que je pense que c'est comme on est à Paris, c'est peut-être plus simple. D'abord, merci de venir de Mexico. Merci beaucoup. Et en fait, je me sens moi très très privilégié et très chanceux. Comme je l'explique dans le livre, c'est un concours de circonstances qui fait que quand au fil de la création de ce livre, j'avais l'impression que c'était en même temps, je racontais la vie de quelqu'un d'autre, et d'arriver je m'explique toujours pas, c'est très compliqué d'expliquer le succès ou le fait d'avoir des gens, des centaines de milliers de gens qui viennent vous voir, ça rend finalement très sincèrement, très humble. Et en même temps, on a toujours l'impression de vivre une sorte de malentendu. Et je pense que plus tôt on comprend que les échecs, les succès comme les échecs dans la vie d'un artiste sont des accidents, et qu'en fait le trajet d'un artiste c'est au milieu, c'est au milieu de la sinusoïde, c'est entre les accidents et les succès. C'est ça qui compte au fond. Et puis ce qui compte aussi, il y a tout un chapitre là-dessus, c'est des gens comme vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fans, mais c'est plus que ça devient des complices au fil du temps. Il y en a quelques-uns ici que j'aime profondément, avec qui j'ai développé de l'affection. Et c'est ça aussi qui est un moteur qui vous fait continuer, c'est le fait d'avoir des gens qui vous suivent à travers ce que vous faites, quoi qu'il arrive d'ailleurs. Et c'est une chose qui est... je me sens très très chanceux d'avoir ce type de relation avec justement, d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui vienne d'un autre pays, simplement pour échanger, simplement parce qu'il ou elle est touché à un moment donné par ce que vous faites. C'est le plus beau cadeau du monde. Et alors, une toute dernière question. Je sais pas où est le micro, mais... On a eu très peu... on est très plus sur la gauche. Je suis gaucher, donc je ne sais plus comment c'est. Il y avait beaucoup de questions de droite. Quelqu'un de gauche pour terminer alors. Oui, voilà, quelqu'un de gauche. Alors, extrême gauche. Bonjour. J'ai eu la chance de découvrir votre musique en étant très jeune, malgré mon jeune âge, je pense, comparé à la populace ici présente. Je rebondis sur ce que vous avez dit après l'interview que vous avez accordée à Click, un média qui est assez regardé quand même par la nouvelle génération talent dans la scène hip-hop. Et je serais intéressé de savoir si vous seriez capable, enfin pas si vous seriez capable, mais si vous seriez intéressé de faire une collaboration avec un artiste émergent de la scène hip-hop. Ah, bien sûr, oui. Après, il faut trouver les collaborations. C'est pas quelque chose d'artificiel. C'est justement ce que j'ai essayé et ce que je veux essayer d'éviter même à l'avenir, puisque je voudrais continuer ce projet d'Electronica comme un projet parallèle par rapport aux albums studio, c'est-à-dire de continuer à pouvoir explorer justement le fait de collaborer. Et bien entendu, effectivement, le hip-hop est un genre musical
dans lequel, comme dans tous les genres musicaux, il y a des choses intéressantes, des choses qui sont moins, de mon point de vue, c'est toujours subjectif. Et évidemment, bien sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je citais ce garçon Flashboy, par exemple, que tu dois peut-être connaître, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, au-delà d'ailleurs même uniquement du son, mais de ce qu'il représente sur le plan de la performance. Donc la réponse est définitivement oui. On doit hélas s'arrêter ici. Merci infiniment en tout cas d'être venu nous... Merci à vous. Et puis je voudrais dire quand même à Louis-Henri de la Rochefoucauld qu'il faut lire son dernier bouquin aussi qui s'appelle La prophétie de John Lennon. Vous verrez, vous passerez un bon moment. Non, mais... Il faut surtout lire Mélancolique Rodéo, donc, qui vient de sortir chez Robert Laffont. Et je précise que pour ceux qui voudraient acheter votre livre et se le faire dédicacer, vous pouvez sortir de la salle et les dédicaces auront lieu dans le hall. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Portez-vous bien.